Depuis l'horizon, le Pacifique peut apparaître comme une vaste étendue bleue, sereine et immuable. Mais sous sa surface se trouve un monde où les forces de la nature dictent des règles inviolables et où la vie s'adapte à des conditions extrêmes, imprévisibles et souvent impitoyables. Bien que son immensité soit familière, cet océan est un territoire sauvage, où seuls les plus résilients, les plus rusés et les plus flexibles survivent. Le Pacifique couvre près de la moitié de la surface de la Terre, s'étendant de l'Arctique à l'Antarctique, bordant des continents et des archipels aux côtes accidentées, aux récifs cachés et aux abîmes insondables. Sa profondeur moyenne dépasse les 4000 mètres et dans ces profondeurs se trouve le point le plus profond de la planète, la fosse des Mariannes. Ces eaux sont entrelacées d'écosystèmes qui permettent la coexistence d'espèces rarement trouvées dans d'autres mers. Des énormes mammifères marins aux minuscules poissons bioluminescents, ils partagent tous le même destin, s'adapter ou disparaître. Les grands requins blancs, qui dominent la colonne d'eau avec des attaques dévastatrices et des mâchoires capables de déchirer la chair et les os. Les raies mantas qui glissent comme des ombres silencieuses dans le bleu profond. Les lions de mer qui patrouillent les côtes avec un mélange de furtivité et de force. Et de minuscules créatures étranges comme l'hippocampe qui, contre toute attente, est l'un des rares animaux marins où le mâle porte et protège les petits, endurant parmi les récifs fouettés par des courants implacables. Chacun, avec sa stratégie mortelle ou sa résistance tenace, soutient la dynamique implacable de ce vaste océan. Courants puissants, tempêtes soudaines et cycles naturels marquent un rythme rigoureux. La pêche, la migration et la reproduction dépendent de cette dynamique qui ne tolère aucune erreur ni pause. Ici, chaque mouvement peut signifier la vie ou la mort, la survie ou l'extinction. Bienvenue dans le Pacifique, là où la vie survit au rythme d'un océan implacable. Dans ces eaux où la survie dépend de la vitesse, de la force et de la ruse, règne l'un des prédateurs les plus anciens et les plus meurtriers de l'océan, le grand requin blanc, capable de nager à des vitesses allant jusqu'à 40 km/h en pleine attaque. Son corps est conçu pour la chasse. Leurs dents, disposées en plusieurs rangées, sont une machine parfaite, tranchante et à renouvellement constant. Ce ne sont pas de simples outils tranchants. Chaque dent est triangulaire et dentelée, comme de minuscules scies capables de déchirer la chair et de briser les os. En une fraction de seconde, ses dents acérées et robustes se renouvellent constamment tout au long de sa vie, garantissant au grand requin blanc sa capacité mortelle à déchiqueter ses proies avec une précision brutale. Bien que ses yeux soient situés sur les côtés de sa tête, cela ne constitue en rien un inconvénient. Le grand requin blanc possède une vision quasi panoramique et une membrane nictitante qui recouvre et protège ses yeux au moment précis de l'attaque. Ses longues nageoires pectorales rigides assurent la stabilité lors des déplacements à grande vitesse, tandis que la nageoire dorsale agit comme un gouvernail et un stabilisateur lors des changements brusques de direction. Dans l'eau trouble, le requin se déplace avec une lenteur calculée, presque imperceptible. Il avance depuis les profondeurs, ses sens à l'affût de chaque vibration et de chaque ombre environnante. Non loin de là, un poisson nage avec une apparente nonchalance, explorant les récifs environnants à la recherche de nourriture. Patiemment, le requin observe ses mouvements, scrutant chaque petit geste, guettant l'instant précis. Ses organes captent des signaux à peine perceptibles, la faible pulsation cachée sous le sable, que personne d'autre ne peut détecter. L'attente est tendue, le moment décisif encore lointain, mais inévitable. Puis, d'un coup brutal et rapide, le requin lance son attaque par en dessous, apparaissant comme une ombre fugace contre la silhouette du poisson. La vitesse et la précision sont implacables. Le poisson a à peine le temps de réagir. Un virage rapide, un mouvement de ses mâchoires acérées. Et le silence règne à nouveau dans les profondeurs, tandis que le prédateur recule, ne laissant que les traces d'un bref et mortel combat. Mais même un animal de cette taille est confronté à des dangers. Les orques comptent parmi ses principaux prédateurs, capables de tuer des grands requins blancs adultes. Dans les eaux profondes, les calmars géants ont également laissé des cicatrices de combat sur leur corps avec des ventouses capables de déchirer leur peau épaisse.
De plus, des parasites internes et des champignons présents dans leurs branchies peuvent les affaiblir. Le grand requin blanc a également son propre cycle de vie. Pendant la saison des amours, les rencontres sont brèves et violentes. Après la fécondation de la femelle, les requins n'entretiennent plus de liens sociaux. Les petits naissent pleinement développés et doivent se débrouiller seuls dès leur naissance. La mère ne reste pas avec eux et, comme d'autres prédateurs solitaires, leurs petits commencent leur vie dans un isolement complet. Cette indépendance précoce est due à la nature nomade et agressive du requin, qui ne peut pas se permettre un portage prolongé ou des soins parentaux. Contrairement à des espèces comme les baleines, dont les petits ont besoin d'années d'apprentissage et de protection pour survivre dans la complexité de l'océan. Ils peuvent atteindre 6 mètres de long et peser plus de 1100 kg. Ils vivent environ 70 ans, bien que seuls quelques individus atteignent cet âge dans des eaux aussi compétitives. Bénéficiant d'une anatomie qui n'a pratiquement pas changé au cours des 11 derniers millions d'années, ce chasseur maintient sa place au sommet de l'océan grâce à une combinaison de puissance, de vitesse et de perception sensorielle unique. Sur certaines côtes rocheuses du Pacifique, lorsque la marée monte et que les ombres allongées des phoques glissent près de la surface, le grand requin blanc attend en silence. Des profondeurs, il soulève lentement son corps, presque immobile, et mesure chaque mouvement de sa proie. Le phoque, complètement inconscient du danger, s'arrête pour respirer dans une clairière d'eau trouble, inconscient de ce qui se cache en dessous. Lorsque les muscles du requin sont activés, il s'élance vers le haut avec une force précise en une fraction de seconde. La puissance de l'impact est telle que le requin jaillit complètement hors de l'eau dans un saut bref mais mortel. Connue sous le nom d'embuscade verticale, cette technique minimise les risques d'erreur et empêche la proie de remarquer votre arrivée avant qu'il ne soit trop tard. Une partie de son efficacité réside dans une qualité unique parmi les poissons. Le requin blanc est capable d'augmenter la température des muscles impliqués dans la nage et dans le fonctionnement des organes vitaux grâce à un système de vaisseaux sanguins appelé le réseau mirabile. Cela lui permet de conserver son agilité et sa puissance même dans les eaux froides où d'autres prédateurs diminuent ses performances. Dans un océan où la force et la ruse définissent la survie, le grand requin blanc représente la combinaison parfaite de puissance brute et d'adaptation ancestrale, bien que son règne dépende également d'équilibre délicat avec d'autres formes de vie. Malgré sa réputation de chasseur suprême, même le grand requin blanc compte sur de minuscules alliés pour rester en forme. Dans les eaux chaudes du Pacifique, des relations improbables sont essentielles à la survie. La lèvre la plus propre entretient un pacte tacite avec les prédateurs les plus redoutés de l'océan. Ces petits poissons établissent des stations de nettoyage où les requins, les mérous et les raies viennent se soulager. Ne montrant aucune peur, les nettoyeurs pénètrent dans la bouche ouverte du requin et se déplacent le long de ses branchies, se nourrissant de parasites et de débris organiques. Le prédateur tolère leur présence, conscient que cet échange améliore sa santé et prévient les infections, notamment les mycoses. Dans un environnement où la moindre faiblesse peut s'avérer fatale, maintenir son corps en parfait état n'est pas un luxe, mais une nécessité. C'est un accord silencieux, forgé par la nécessité et l'instinct, qui se répète depuis des millions d'années dans les profondeurs du Pacifique. Ces poissons éliminent les parasites, consomment les tissus morts et nettoient le mucus qui recouvre leurs hôtes. Leur travail constant améliore la santé de ceux qui s'arrêtent aux stations de nettoyage, réduisant ainsi la charge parasitaire et prévenant les infections. En échange, le lécheur de babine obtient une nourriture sûre et la protection que procure le fait de rester avec des créatures plus grandes. Bien que la plupart des poissons prédateurs tolèrent et recherchent activement l'aide des nettoyeurs, il existe des exceptions. Certaines personnes peuvent se montrer agressives envers les personnes qui se lèchent les lèvres, surtout si elles se sentent menacées ou si l'interaction ne suit pas le comportement attendu. Cependant, de tels incidents sont rares, et cela est dû au fait que les agents de nettoyage ont développé des signaux spécifiques, tels que des mouvements de danse, pour indiquer leur intention pacifique et éviter les malentendus.
Lorsqu'un requin résiste au nettoyage, il peut subir des conséquences négatives. L'accumulation de parasites et de tissus morts peut entraîner une diminution de l'efficacité de la nage et, dans les cas extrêmes, la mort. Par conséquent, la plupart des espèces ont évolué pour accepter et rechercher activement l'aide des nettoyeurs, reconnaissant leurs bienfaits vitaux. Il est intéressant de noter que les prédateurs s'attaquent rarement à ces petits poissons. Cette relation symbiotique a donné naissance à une sorte d'immunité tacite, où les poissons nettoyeurs sont reconnus et respectés pour leur rôle essentiel dans l'écosystème marin. Cette tolérance met en évidence la complexité et l'interdépendance des relations dans l'océan, où même les prédateurs les plus redoutables dépendent de créatures beaucoup plus petites pour leur bien-être. Et dans ces mêmes écosystèmes, cachés parmi les rochers et les crevasses, vit un autre spécialiste du contournement des règles, la pieuvre. Avec son corps souple et ses tentacules recouverts de ventouses, il a fait de son adaptabilité son plus grand atout. Capable de s'accrocher aux rochers, d'envelopper ses proies ou de se faufiler dans des crevasses impossibles, cet animal cache des caractéristiques uniques qui en font une anomalie au sein du règne animal. Au-delà de son anatomie flexible, il possède une structure neurologique qui le distingue complètement non seulement des espèces marines, mais aussi des espèces terrestres. Chacun de ces 8 tentacules possède des ganglions nerveux qui fonctionnent presque comme des cerveaux indépendants, capables de prendre des décisions sans avoir besoin de consulter le centre principal. Cela en fait sans aucun doute l'un des animaux les plus intelligents de l'océan, capable de résoudre des problèmes, de mémoriser des voies d'évacuation et de manipuler des objets avec une précision inhabituelle pour un invertébré. Cependant, l'évolution donne, mais elle retire aussi. Son corps est dépourvu de carapace, d'épines ou de tout élément défensif. Il est mou et vulnérable et doit donc toujours rester vigilant face aux prédateurs. Les murènes, les mérous et les requins de récif comptent parmi ses principales menaces. Lorsqu'elle est attaquée, la pieuvre expulse un épais nuage d'encre qui brouille momentanément la vue de son poursuivant et bloque son odorat. À ce moment-là, il se retire parmi les coraux, sa peau changeant de couleur et de texture pour se fondre parfaitement dans son environnement. La plupart de ces chasseurs n'ont pas l'acuité nécessaire pour le distinguer une fois camouflé, et cette stratégie est généralement suffisante. Mais ils ne changent pas seulement la couleur. Ils soulèvent de minuscules papilles dermiques qui transforment la texture de votre peau, imitant la rugosité des coraux et des pierres. Ce camouflage tridimensionnel n'est pas le fruit d'une décision consciente, mais plutôt le fruit de millions d'années d'adaptation. Des cellules pigmentaires appelées chromatophores, ainsi que des structures réfléchissantes dans leurs tissus, s'activent en réponse à l'environnement, dissimulant l'animal à la vue de ses prédateurs et de ses proies. Pourtant, leur existence est brève, la plupart des espèces survivent à peine 1 an, même si certaines parviennent à le prolonger jusqu'à 3. À ce moment-là, leur corps présente des signes évidents d'usure, leurs réflexes s'affaiblissent, leurs ventouses s'affaiblissent et leur peau prend un aspect terne. Après l'accouplement, les mâles et les femelles traversent une étape finale appelée sénescence. Chez les femelles, elle débute après la protection des œufs. Chez les mâles, elle débute peu après la copulation. Durant cette période, leurs tissus se détériorent. Ils perdent leurs réflexes, cessent de s'alimenter et adoptent un comportement erratique. Il s'agit d'un déclin rapide et inévitable, qui met fin à un cycle bref mais extraordinaire sur les fonds marins. La femelle pond des milliers de minuscules œufs fixés à un rocher ou dans une grotte protégée. Elle les soigne inlassablement, les nettoyant et les oxygénant par des mouvements délicats jusqu'à leur éclosion. Durant cette période, elle ne se nourrit pas et, dans la plupart des cas, meurt peu après la naissance des petits. Le mâle, quant à lui, disparaît peu après l'accouplement, complétant ainsi un cycle bref et fonctionnel. Les fonds marins abritent de nombreuses formes de vie qui ont choisi des chemins différents pour survivre. Certains, comme la pieuvre, comptent sur l'intelligence et le camouflage, mais d'autres, même au sein de leur propre famille, ont développé des tailles et des stratégies radicalement différentes. Depuis plus d'1 demi-milliard d'années, les céphalopodes ont perfectionné des modes de vie qui défient la logique marine. Au sein de cette lignée ancestrale, les calmars occupent une place particulière. Bien qu'ils partagent un passé commun avec les pieuvres,
Ils ne sont pas des versions avancées de celle-ci, mais plutôt des branches différentes de la même racine, qui ont choisi il y a longtemps leurs propres chemins évolutifs. Les calmars ont développé des corps plus profilés, des nageoires latérales et une structure corporelle qui leur permet de naviguer avec une agilité brutale dans les eaux libres, où les pieuvres préféraient les abris étroits et les fonds rocheux. Cette différence se reflète également dans leur nature. Le calmar est un chasseur agressif et efficace, doté de 10 tentacules, dont 2 allongés et spécialisés pour capturer des proies à distance. Au centre de cette démonstration se trouve un bec pointu, capable de couper les tissus résistants, même chez des animaux beaucoup plus grands que lui. Ses yeux, considérés comme parmi les plus développés du règne animal, rivalisent avec ceux de n'importe quel vertébré en taille et en capacité de détection. Chez les espèces géantes, ils peuvent atteindre jusqu'à 40 cm de diamètre et leur structure est conçue pour capter la moindre variation de lumière dans les profondeurs abyssales où la lumière est pratiquement inexistante. Contrairement aux autres céphalopodes et poissons, les yeux des calmars ont une rétine spécialement adaptée pour détecter la bioluminescence. Des éclairs fugaces de minuscules organismes, des signes de proie ou des avertissements de prédateurs cachés dans l'obscurité. Ils sont capables de distinguer ces minuscules lumières scintillantes à plus de 200 mètres de distance dans l'obscurité totale, ce qui est vital dans des environnements où la vision détermine la survie. De plus, contrairement à la plupart des animaux marins, leur globe oculaire est dépourvu d'angle mort. La disposition des fibres nerveuses prévient les interruptions du champ visuel, leur permettant de percevoir leur environnement en permanence, même dans des conditions extrêmes. Cette qualité est cruciale lorsqu'il s'agit de localiser des bancs de poissons, de détecter un cachalot qui rôde ou de suivre les mouvements d'autres calmars dans l'obscurité des abysses. Depuis des siècles, les calmars géants laissent des traces de leur combat sur le corps des grands requins blancs et des cachalots. Des cicatrices circulaires, causées par des ventouses déchiquetées, racontent des histoires de confrontation où les 2 combattants finissent blessés. Bien que pas toujours couronné de succès, le calmar possède une stratégie d'attaque qui combine vitesse, encre et précision. Il peut lancer un nuage dense pour désorienter et s'échapper, ou s'attacher à sa victime et l'envelopper dans un enchevêtrement de tentacules, l'immobilisant pendant qu'il déchire sa chair. Bien que leur arme principale soit la force de leurs tentacules et leur vitesse propulsive, certains calmars possèdent une capacité supplémentaire. Ils sont capables de modifier la couleur et la texture de leur peau grâce à de minuscules cellules pigmentaires. Cette capacité leur permet de se dissimuler dans l'ombre du fond marin et, du même coup, de désorienter leurs attaquants. Chez les espèces des grands fonds, elles sont capables de générer des éclairs de lumière bioluminescentes, créant des pulsations irrégulières sur leur corps et leurs tentacules. Cette capacité leur permet à la fois de dérouter leurs chasseurs et d'attirer leurs proies dans l'obscurité totale de l'océan. Malgré leur réputation redoutable, ces créatures n'ont pas une longue espérance de vie. En moyenne, les calmars vivent entre 1 et 5 ans, selon l'espèce. Mais en si peu de temps, ils atteignent des tailles surprenantes. Certains spécimens dépassent 14 mètres de longueur totale, tentacules étendus compris, bien que leur corps central dépasse rarement 5 mètres. Ils se déplacent grâce à la propulsion par réaction, en expulsant l'eau à travers un siphon, ce qui leur permet d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 40 km/h sur de courts trajets. Cette méthode d'évasion est aussi efficace que leur attaque, et dans l'océan Pacifique, on les trouve à des profondeurs de 200 à 1000 mètres, où la lumière du soleil n'atteint plus et où les autres prédateurs sont moins répandus. L'évolution leur a fourni ces ressources sur des centaines de millions d'années depuis leurs premiers ancêtres céphalopodes au Paléozoïque, ce qui en fait l'un des prédateurs invertébrés les plus efficaces et les plus dangereux des océans. Mais toutes les stratégies de survie ne dépendent pas de la force individuelle. Dans les profondeurs du Pacifique, la sécurité se trouve aussi dans l'unité, dans le mouvement synchronisé de milliers de corps se déplaçant comme un seul homme. Les grands bancs de poissons qui parcourent les eaux profondes sont l'un des phénomènes collectifs les plus impressionnants que l'océan ait à offrir. Le chinchard en particulier, un poisson qui forme des bancs serrés où des milliers, parfois des dizaines de milliers, se déplacent avec une synchronicité qui défie la logique individuelle.
Ces mouvements coordonnés sont le fruit de millions d'années d'évolution, au cours desquelles la nécessité de survivre face à des prédateurs voraces comme le thon et les requins a façonné un comportement à la frontière de l'instinct et du collectif. Le chinchard fonctionne comme un esprit de ruche, où chaque individu répond en fractions de secondes au mouvement de son voisin immédiat, sans qu'une direction centrale n'impose d'ordre. Son cerveau petit mais efficace intègre des signaux visuels et sensoriels pour maintenir la cohésion de la banque, réagissant rapidement à tout changement de l'environnement. Ce processus repose sur un système sensoriel appelé ligne latérale, qui détecte les vibrations et les mouvements dans l'eau, permettant à chaque poisson de synchroniser sa nage avec une précision millimétrique. Cette stratégie fonctionne comme une défense passive et, en même temps, comme un système dynamique qui perturbe le prédateur en rendant difficile la sélection d'une proie spécifique. Leur régime alimentaire est basé sur le plancton, les petits poissons et les crustacés, ce qui les oblige à se déplacer constamment à la recherche de zones riches en nutriments. Les bancs sont particulièrement actifs en présence de menaces ou lors des migrations, motivés par la recherche de ressources et les changements climatiques. À ces moments-là, la cohésion est cruciale. Bien qu'ils ne parviennent pas toujours à échapper à leurs chasseurs, cette tactique augmente considérablement leurs chances de survie. Un banc de poissons peut compter jusqu'à 50 000 individus, une multitude qui semble se mouvoir comme un seul organisme. Leur durée de vie est d'environ 15 ans, un cycle durant lequel la reproduction massive assure la continuité du groupe. Parmi ses caractéristiques les plus distinctives, on trouve sa capacité à modifier la direction du banc en quelques millisecondes. Une manœuvre qui déconcerte même les prédateurs les plus habiles. Les écoles sont, en substance, une démonstration de la manière dont la force et l'intelligence peuvent se manifester dans l'unité. Un phénomène collectif qui révèle, sans mots, le pouls même de l'océan. Mais si le chinchard a peut-être développé l'une des stratégies les plus sophistiquées du monde marin, il existe un prédateur qu'il est impossible d'éviter. Un colosse qui sillonne ses eaux avec une autorité implacable. La baleine bleue, par sa taille, sa force et sa présence, donne un rythme particulier à ce récit intemporel de survie marine. Bien que sa silhouette à elle seule impose le respect, sa véritable habileté apparaît lorsqu'il s'agit de se nourrir. La baleine bleue n'a besoin ni de vitesse ni d'embuscade. Sa méthode est simple, dévastatrice et efficace. Elle ouvre sa gueule, qui peut mesurer plus de 4 mètres de large, et progresse parmi les bancs de baleines. Tout ce qui croise son chemin finit par être piégé dans une cavité capable de contenir jusqu'à 80 000 litres d'eau à la fois. Mais sa chasse n'est pas un acte d'insouciance. Bien que ses mouvements paraissent maladroits, son corps immense, mesurant jusqu'à 30 mètres de long, agit avec une précision chirurgicale. La baleine ne s'attaque qu'aux bancs de krill ou aux petits poissons qui en valent la peine. Malgré sa taille, elle évite les espèces trop grandes ou difficiles à digérer. C'est un chasseur opportuniste, mais pas aveugle. Lorsqu'une baleine bleue se nourrit, son cœur bat lentement, 8 à 10 fois par minute, et lors d'une plongée de chasse en profondeur, il peut descendre à seulement 2 battements par minute. Cela lui permet d'économiser de l'oxygène pendant qu'elle plonge à la recherche de nourriture. Son anatomie est particulière. Contrairement aux poissons, il respire de l'air et doit faire surface toutes les 15 minutes, même s'il peut survivre plus de 20 minutes si la situation l'exige. Son corps émerge, expulsant une colonne de vapeur qui trahit sa présence à des kilomètres. Sans branchies, il dépend de ce cycle constant de montée et de descente. À l'intérieur de sa bouche, au lieu de dents, il a des barbes de kératine, de longues plaques flexibles qui pendent de sa mâchoire supérieure. Ces filtres retiennent les proies pendant que l'eau est expulsée par la langue. Cette adaptation, aussi étrange qu'efficace, prévient le risque d'avaler accidentellement des objets durs ou dangereux. Ses nageoires peuvent mesurer jusqu'à 5 mètres et sa queue, la plus grande de tous les animaux ayant jamais vécu sur cette planète, le propulse vers l'avant avec une force capable de déplacer des dizaines de tonnes d'un seul coup. Il n'y a aucun prédateur qui le traque et son seul véritable ennemi est la rareté. Chaque individu peut vivre plus de 80 ans et, malgré sa taille énorme, ses habitudes suivent un cycle ancestral de migration et d'alimentation qui n'a pratiquement pas changé depuis des millions d'années. Mais même si la baleine bleue a atteint des dimensions colossales et une anatomie conçue pour filtrer tout sur son passage,
il existe un prédateur qu'elle ne peut pas sous-estimer, l'orque. Dans les eaux libres du Pacifique, l'orque est bien plus qu'un chasseur opportuniste. C'est le prédateur suprême de l'océan. Son apparence élégante et sa peau bicolore, noire comme les profondeurs et blanche comme l'écume qui se brise contre les rivages rocheux, laissent à peine deviner sa véritable nature. Il possède une structure sociale extraordinaire, organisée en groupes pouvant compter de quelques orques à plus d'une douzaine. Chaque groupe établit ses propres techniques de chasse, transmises de génération en génération, comme s'il s'agissait d'une culture marine. Contrairement aux baleines, qui se nourrissent par filtration, l'orque est un prédateur méticuleux et calculateur. Il peut chasser de petites proies comme le saumon, le calmar ou le phoque, mais n'hésite pas à coordonner ses attaques contre des proies de sa taille. Dans l'immensité de l'océan, un groupe d'orques traque avec une précision calculée. Parmi les vagues, un baleineau bleu nage près de sa mère, encore vulnérable dans ses premières années de vie. Les orques émergent silencieusement, se déplaçant en formation pour entourer le couple. Sans se presser, ils se placent sur le chemin du veau, bloquant toute tentative de fuite. La mère lance un cri d'avertissement, son corps puissant martelant l'eau pour repousser ses agresseurs. Mais les orques répondent par des fentes et des plongeons rapides qui épuisent son endurance. Les minutes s'éternisent dans une danse tendue où chaque mouvement du veau est observé et chaque réaction de la mère est contrée avec une agilité féroce. Peu à peu, la fatigue commence à peser sur la mère, ses mouvements deviennent moins déterminés, tandis que les orques maintiennent une pression constante. Finalement, à un moment décisif, ils parviennent à séparer la petite baleine. Le baleineau, isolé et épuisé, est à la merci du groupe d'orques. Le résultat inévitable approche alors que l'océan écoute en silence. Cette maîtrise parfaite de la chasse reflète une évolution qui a placé l'orque à un niveau supérieur à celui de la baleine. Son cerveau, l'un des plus développés du règne animal, doté d'un réseau complexe de circonvolutions, lui permet de mémoriser les itinéraires migratoires, de planifier les attaques et d'établir des liens sociaux à vie. De plus, leur système de communication acoustique est une merveille d'évolution. Chaque meute développe son propre répertoire sonore, composé d'appels, de sifflements et de clics qui forment un langage unique et reconnaissable entre tous. Ces sons servent à coordonner la chasse et à maintenir la cohésion du groupe, tout en reflétant les émotions, les états d'alerte et même l'identité individuelle. D'une certaine manière, chaque orque est reconnu par sa voix et les variations de ces modèles acoustiques sont si subtiles et complexes que les scientifiques les comparent aux dialectes humains. Ce système leur permet de rester connectés dans la vaste étendue de l'océan et de survivre grâce à une communication qui transcende les bases pour devenir un véritable réseau social sous-marin. Anatomiquement, l'orque peut atteindre jusqu'à 9 mètres de longueur, considérablement moins que la baleine bleue, mais son corps compact et musclé lui permet d'effectuer des manœuvres impossibles pour un animal plus grand. En matière de reproduction, les orques ont l'une des gestations les plus longues de l'océan, 17 mois. Et tout comme dans leur structure sociale, c'est toute la meute qui protège et élève le veau nouveau-né. Il n'est pas rare que plusieurs orques adultes travaillent ensemble pour défendre le nouveau-né contre les requins ou même contre des groupes rivaux. L'une de leurs stratégies de chasse les plus étonnantes est celle qu'ils déploient dans les eaux peu profondes, où ils percutent les icebergs pour abattre les phoques ou créent des vagues synchronisées qui privent de leur refuge les otaries qui s'abritent sur les rochers côtiers. Cette capacité à chasser en équipe, avec des techniques planifiées et adaptées à chaque environnement, est inégalée dans tout le règne marin. Dans leur monde, la force brute cède la place à l'intelligence organisée. Et si peu de créatures peuvent échapper à la voracité de la baleine bleue, aucune ne survit à une orque qui a décidé de chasser. Dans les vastes étendues du Pacifique, un voyageur infatigable s'élève dans le ciel avec une constance étonnante, la sterne arctique. Ce petit oiseau entreprend l'une des migrations les plus longues et les plus exigeantes du règne animal, parcourant des milliers de kilomètres en pleine mer, depuis ses lieux de reproduction sur les côtes glacées de l'Arctique jusqu'aux eaux tempérées du Pacifique Sud, un voyage qui peut dépasser les 20 000 kilomètres aller-retour. Au cours de ces longs voyages, la sterne reste en vol pendant des jours sans s'arrêter, comptant sur les courants d'air pour économiser son énergie. Son corps est adapté à cet effort prolongé.
des ailes étroites et pointues qui coupent le vent avec précision et un métabolisme efficace qui lui permet de résister à la fatigue. Mais ce n'est pas seulement une question de physique. L'orientation de cet oiseau est un mystère qui fascine aussi bien les scientifiques que les observateurs. Ils utilisent une combinaison de signaux magnétiques de la Terre, de la position du Soleil et des étoiles et de points de référence visuels, une boussole naturelle qui ne fait jamais défaut, les guidant avec une précision étonnante vers leur destination. La raison derrière un tel sacrifice est claire et vitale, la survie de leur espèce. Ces voyages colossaux ont pour objectif principal la recherche de nourriture et de conditions environnementales propices à la reproduction. Sur les côtes glacées de l'Arctique, durant l'été boréal, les poissons et les petits crustacés abondent, fournissant la nourriture à l'hirondelle et à ses petits. Cependant, avec l'arrivée de l'hiver, les conditions deviennent inhospitalières et la nourriture se fait rare, ce qui incite ces oiseaux à retourner vers des eaux plus chaudes, où ils se réfugient et se rétablissent jusqu'à la prochaine saison de reproduction. Malgré leurs étonnantes adaptations, toutes les hirondelles ne parviennent pas à accomplir ce voyage épique. Au cours du voyage, ils sont confrontés à de nombreux dangers. Des tempêtes inattendues, un épuisement extrême, des prédateurs dans les airs et même la menace constante de la déshydratation. Contrairement à de nombreux oiseaux marins, ces hirondelles ne se perchent pas sur l'eau pour se reposer ou boire, mais continuent de planer à la surface, attrapant des insectes et des petits poissons en vol pour se nourrir. Ceux qui ne parviennent pas à résister à ces conditions défavorables succombent souvent, laissant la place aux nouvelles générations qui héritent de cette odyssée. Les chiffres sont également surprenants. Il est courant que des milliers, parfois des dizaines de milliers, entreprennent cette migration ensemble, formant des nuages mouvants qui s'étendent dans le ciel, synchronisés selon un rythme qui semble chorégraphié par la nature elle-même. La coopération et l'interaction sociale au cours de ces vols sont essentielles pour maintenir la cohésion et augmenter les chances de succès. Une fois arrivés à destination, ces oiseaux entament la phase la plus cruciale de leur cycle vital, la reproduction. En colonies denses, sur les falaises et les plages rocheuses, les couples construisent des nids avec des algues et de petits matériaux, préparant ainsi le terrain pour leurs œufs. Les poussins naissent vulnérables, recouverts uniquement de duvet pour les protéger du froid. Le dévouement de leurs parents est absolu. Ils se relaient pour couver les œufs et chercher de la nourriture, rapportant du poisson frais pour nourrir leurs petits. La vue de ces petits prendre leurs premières ailes, sous le regard constant de leurs parents, est l'aboutissement d'une année d'efforts et de résilience. Ce cycle sans fin, jalonné de défis et de triomphes, révèle l'équilibre fragile qui maintient la vie dans le Pacifique. La sterne arctique non seulement survit à son voyage, mais perpétue l'existence de son espèce dans un environnement où chaque once d'énergie et chaque décision peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Ainsi, alors que l'océan s'étend à l'infini sous leurs ailes, ils peignent une histoire de résilience, d'adaptation et d'espoir dans l'air. Le long de la côte accidentée et fragmentée du Pacifique Nord, les pigargues à tête blanche trouvent refuge dans les endroits les plus insolites. Ils construisent leurs nids en hauteur, dans les pins surplombant les falaises, mais aussi sur des falaises exposées au vent et aux embruns. Peu importe la précarité de l'emplacement, s'il offre une bonne vue et une certaine protection pour ses petits, c'est suffisant. Ici, la survie se mesure en termes d'opportunité et non de confort. Leurs nids, d'énormes structures faites de branches et d'algues séchées, peuvent atteindre plus de 2 mètres de large et supporter un poids de plus de 400 kilos. Ces oiseaux ont perfectionné leurs habitudes de chasse au fil des générations. Ils profitent de l'abondance de poissons que l'océan offre, planifiant leurs attaques d'en haut et descendant précisément à la surface. Saumons, harengs et poissons plats font partie de leur alimentation quotidienne, et ils n'hésitent pas à profiter des restes échoués ou des proies sans méfiance dans les eaux peu profondes. La vie en bord de mer, cependant, comporte son lot de défis. Les vents côtiers violents, la salinité qui érode les plumes et les averses soudaines mettent à l'épreuve la résilience des nids et la force des oisillons fraîchement éclos. Les populations côtières du Pacifique ont développé des comportements uniques. Contrairement à leurs homologues de l'intérieur des terres, ces aigles dépendent presque entièrement des ressources marines.
Ils ont appris à lire les marées, à détecter les bancs de poissons grâce au mouvement des mouettes et à localiser les bancs de poissons grâce au changement de texture de l'eau. Ces cerfs, adaptés pour saisir des proies glissantes, sont plus larges et plus robustes que celles des autres rapaces de sa taille, et son plumage offre une résistance supplémentaire à l'humidité côtière. De plus, ces oiseaux forment des couples qui durent toute la vie. Ensemble, ils défendent leur territoire, reconstruisent leur nid année après année et se relaient pour chasser et prendre soin de leurs petits. Dans ces lieux où terre et océan se rencontrent, le pigargue à tête blanche entretient une relation ancienne avec l'eau. Une alliance forgée bien avant que les frontières ou les noms sur les cartes n'existent, soutenue par l'instinct et la nécessité. Si les aigles dominent les cieux avec brio, un autre animal s'est également adapté à la vie marine au fil de millions d'années. Dans les eaux froides du Pacifique Nord, les phoques ont trouvé leur véritable foyer. Bien que son image soit généralement associée aux plages de galets et aux plateformes rocheuses, sa vie se déroule en grande partie sous la surface. Ici, loin des côtes, ils accomplissent leurs tâches quotidiennes. Chasse, exploration et plongées à un rythme effréné, tirant parti de leur corps conçu pour l'immersion. Ils passent plusieurs heures par jour à plonger, avec des plongées pouvant durer plus d'une demi-heure et des descentes jusqu'à 400 mètres à la recherche de nourriture. Leurs habitudes varient selon l'espèce et la saison, mais ils partagent tous le même besoin d'équilibrer leur temps dans l'eau et sur terre, où ils se reposent, se reproduisent et prennent soin de leurs petits. Leur anatomie révèle un corps en pleine transition évolutive. Bien que leur apparence hydrodynamique et leurs membres postérieurs modifiés leur permettent de se déplacer librement sous l'eau, ils conservent les traits d'un animal encore attaché à la terre. Leurs nageoires antérieures manquent de puissance et de maniabilité par rapport aux véritables mammifères marins tels que les dauphins, et leur locomotion hors de l'eau est maladroite, les obligeant à ramper sur le ventre ou à se propulser par des mouvements latéraux. Sous l'eau, cependant, ils se déplacent avec élégance, utilisant tout leur corps comme un ruban ondulant. Pendant la saison des amours, le comportement des mâles change radicalement. Ils deviennent agressifs et territoriaux, s'engageant dans de violentes batailles pour le contrôle des bancs de sable où les femelles donnent naissance et allaitent leurs petits. Ces conflits peuvent laisser de profondes blessures et déchirures dans la peau épaisse des adversaires qui portent souvent les cicatrices des confrontations passées. Seuls les plus forts parviennent à maintenir un harem, protégeant leur petite section de plage tout en dissuadant leurs rivaux. Trouvés principalement le long de la côte nord du Pacifique, de la Californie à l'Alaska, ces phoques forment des colonies denses où la proximité des corps devient une stratégie de défense contre les prédateurs et une opportunité de se reproduire. En eau libre, leur régime alimentaire se compose de poissons de taille moyenne, de céphalopodes et de crustacés. Le harengue et les sardines sont leurs proies préférées, capturées lors d'embuscades éclairs, exploitant leur furtivité. Mais sous la mer, la menace se cache dans les profondeurs. Les grands requins blancs et les orques sont leurs ennemis les plus redoutables, capables de les détecter et de les poursuivre sur de longues distances. En cas d'attaque, la seule chance du phoque est de gagner la surface ou les zones rocheuses, hors de portée des prédateurs plus grands. Sa fourrure dense, recouverte d'une couche de graisse sous-cutanée appelée graisse, lui assure une isolation thermique dans les eaux glaciales, mais il reste vulnérable aux morsures et aux déchirures. La relation entre la femelle et son petit est brève mais intense. Un seul petit naît chaque année après une gestation d'environ 11 mois. Dès le premier jour, la mère doit la protéger des dangers constants, tant sur terre qu'en mer. Nourris avec du lait extrêmement riche en matières grasses, les veaux prennent un poids disproportionné au cours des premières semaines, jusqu'à atteindre le niveau d'indépendance qui leur permettra d'affronter l'océan. Mais tous n'y parviennent pas. Il n'est pas rare de voir des phoques glisser ou tomber des falaises côtières. Cela s'explique par leur maladresse sur terre, combinée à la surpopulation des colonies et à la recherche constante d'espace ou de fuite. Parfois, une fuite précipitée ou un mouvement mal calculé se termine par une chute violente sur des rochers ou dans la mer, où l'impact peut être fatal ou laisser de graves blessures. L'enfance d'un bébé phoque est un parcours du combattant sans fin. Avant d'atteindre l'âge adulte, il doit affronter des vagues dangereuses, des tempêtes, des prédateurs marins et terrestres, la faim et la désorientation.
Parmi les ennemis les plus implacables de sa première étape figurent les oiseaux charognards, les jeunes requins et, dans certaines zones côtières, les coyotes. Bien qu'ils ne soient pas leurs proies habituelles, ces opportunistes profitent de l'occasion lorsqu'un veau faible, malade ou abandonné est échoué. Ils scrutent la côte à l'aube et au crépuscule, se déplaçant parmi les rochers à la recherche d'animaux vulnérables. Et c'est là que commence une autre histoire. Car tous les prédateurs côtiers n'osent pas s'attaquer à n'importe quelle proie. L'instinct et la taille imposent des limites. Si un coyote peut oser s'attaquer à un petit sans défense, il ne tentera jamais d'approcher un éléphant de mer adulte. Cette différence de puissance et de risque détermine qui chasse et qui doit rester à distance dans cette région sauvage du Pacifique Nord. L'éléphant de mer, nommé ainsi en raison de la structure charnue proéminente qui pend au-dessus de son museau, est le plus grand pinnipède à avoir jamais habité ces eaux. Les mâles adultes peuvent atteindre 6 mètres de long et peser plus de 4 tonnes, doublant voire triplant la taille d'une femelle adulte. La caractéristique la plus frappante de ces animaux est leur nez allongé, un appendice qui pousse chez les mâles adultes à partir de 6 ans et qui atteint son plein développement vers 8 ou 10 ans. Loin d'être un simple élément décoratif, cette structure joue un rôle essentiel pendant la saison des amours. Elle leur permet de moduler de puissants beuglements qui résonnent sur les plages, signalant leur présence et leur domination à leurs rivaux potentiels. Durant ces semaines, les bancs de sable se transforment en véritables champs de bataille. Les mâles alpha, gardant de larges groupes de femelles, défendent leur position par de violents affrontements où les corps s'entrechoquent, les crocs se déchirent et le sang tache le sable mouillé. Contrairement aux phoques, qui partagent leur temps entre la terre et la mer, les éléphants de mer passent la majeure partie de leur existence en pleine mer, ne retournant sur les plages que pour muer, se reproduire ou se reposer pendant de courtes périodes. En haute mer, ils parcourent de vastes distances lors de leur migration, des voyages pouvant dépasser 20 000 km par an. Ce sont de redoutables nageurs, mais leur plus grand talent réside dans la plongée en profondeur. Ils peuvent descendre à plus de 1500 mètres à la recherche de proies, restant sous l'eau pendant plus d'1 heure. Là, dans l'obscurité absolue, ils localisent des calmars, des poissons des grands fonds et d'autres organismes des profondeurs, étrangers au monde de la surface. Dans cet environnement sauvage, aucun prédateur terrestre ne peut défier un éléphant de mer adulte. Même les coyotes, ces habitants opportunistes des côtes, connaissent leurs limites. S'ils osent s'occuper de bébés phoques abandonnés, ils ne tenteront jamais d'approcher un mastodonte de 4 tonnes. Leur différence de taille, de tempérament et de force établit une frontière naturelle que ni la faim ni les opportunités ne peuvent franchir. Ainsi, sur les plages du Pacifique Nord, phoques, coyotes et éléphants de mer cohabitent dans une relation tendue dictée par des instincts ancestraux et des hiérarchies invisibles, où chaque rencontre peut signifier à la fois la vie et la mort. Loin de cette agitation côtière, sous la surface qui reflète le ciel en mouvement, l'océan abrite des créatures dont le rythme vital semble insensible à cette lutte constante. Dans les eaux tempérées du Pacifique Nord, des milliers de formes translucides évoluent au rythme du courant. Ce sont des méduses, l'un des organismes les plus anciens et les plus énigmatiques de la planète, dont l'existence remonte à avant les dinosaures. Sans cerveau, sans cœur et sans squelette, cet être gélatineux a perfectionné son mode de vie pendant plus de 500 millions d'années. Les méduses exécutent un rituel silencieux, apparemment errant. Elles dérivent au gré des courants océaniques, avec une capacité limitée à contrôler leur course, mais avec la capacité de se propulser grâce aux contractions rythmiques de leurs cloches gélatineuses. Leur régime alimentaire se compose de minuscules poissons, de crustacés, d'autres organismes marins et de plancton. Ils déploient leurs tentacules, dotés de milliers de cellules urticantes, pour paralyser leur proie d'une décharge de venin. Les tentacules guident ensuite la proie vers une bouche située sous son corps, où elle est lentement digérée. Bien qu'elles ne disposent pas d'un système nerveux centralisé, les méduses possèdent un système nerveux diffus qui leur permet de détecter les changements de lumière, de pression et de composition de l'eau. Ils ne possèdent pas de système nerveux complexe, mais leurs réactions sont extraordinairement efficaces.
Face à un prédateur comme les tortues marines, les poissons-lunes ou certains oiseaux plongeurs, ils peuvent rapidement contracter leur corps et libérer des toxines pour se défendre. Certaines espèces activent même la bioluminescence en fuyant, générant des éclairs qui désorientent l'agresseur ou attirent des prédateurs plus gros capables d'intervenir dans la poursuite. L'une des caractéristiques les plus fascinantes de certaines méduses du Pacifique est leur capacité, presque unique dans le règne animal, à inverser leur cycle biologique. Dans certaines conditions de stress, de blessure ou de vieillissement, des espèces telles que Turritopsis dorni peut transformer ses cellules adultes en cellules juvéniles, revenant à un état de polype primitif, recommençant ainsi la vie. Cette capacité leur confère une sorte d'immortalité biologique, bien qu'ils restent vulnérables aux maladies et à la consommation. Leur luminescence, plus fréquente chez les espèces des grands fonds, mais présente chez plusieurs espèces du Pacifique Nord, est produite par une réaction chimique impliquant des protéines comme la luciférine et des enzymes qui, exposées à l'oxygène, génèrent des éclairs de lumière bleue ou verdâtre. Ce phénomène est utilisé pour la défense, la communication ou pour attirer des proies dans les zones sombres. Des facteurs environnementaux influencent leur prolifération. Les méduses sont particulièrement attirées par les eaux chaudes, un changement qui active leurs gonades et favorise la reproduction. Ainsi, durant les mois d'été, leurs populations peuvent se multiplier massivement et soudainement, augmentant leur présence dans les zones côtières. Ces invasions sont fréquentes lorsque les courants chauds coïncident avec une abondance de plancton. Mais leur beauté a un prix. Leurs longs tentacules, souvent invisibles à l'œil nu, peuvent atteindre plusieurs mètres et sont couverts de milliers de dards microscopiques chargés de venin. Certaines espèces provoquent peu d'irritation, mais d'autres peuvent provoquer de graves brûlures, une paralysie musculaire et même la mort dans les cas extrêmes. Contrairement à ce que l'on pourrait penser d'un organisme aussi simple, les méduses se déplacent souvent en grands groupes appelés essaims ou blooms. La raison de ce comportement n'est pas une question de communication consciente, mais plutôt de synchronicité environnementale. Les courants, la température et l'abondance de nourriture poussent des milliers d'individus vers les mêmes zones. Ce comportement leur offre certains avantages, un plus grand succès dans la capture des proies et parfois une légère protection collective contre les prédateurs. Ainsi, flottant à la dérive, déplacées par les marées, les méduses composent l'une des images les plus étranges et les plus anciennes de la vie marine. Un essaim de corps translucides qui scintille au moindre contact et des profondeurs aux vagues nous rappelle que sous la surface se trouve un monde de formes et de comportements anciens qui défient la logique des vertébrés. Des créatures qui ont survécu à des extinctions massives et qui, à mesure que les eaux se réchauffent, continueront d'étendre leurs tentacules invisibles à la recherche de nourriture et d'espace. Bien que les méduses flottent à la dérive, presque en apesanteur, certaines créatures en ont fait leur nourriture essentielle, développant des adaptations remarquables pour affronter leurs tentacules venimeux. Deux des convives les plus insolites de cet environnement partagent ce régime alimentaire particulier, bien que de manière très différente, le poisson-lune et la tortue lutte. Le poisson-lune, aussi appelé mola mola, ressemble à une créature incomplète. Son corps plat et arrondi, plus haut que long, se déplace tel un disque lourd au gré des courants. Il peut atteindre des tailles impressionnantes, dépassant facilement les 2 mètres de diamètre et pesant près d'1 tonne. C'est d'ailleurs l'un des plus grands poissons osseux de la planète. À première vue, sa démarche semble maladroite et lente, mais dans les profondeurs, il trouve son rythme. Et à la surface, il profite de l'occasion pour réguler sa température corporelle après de longues plongées. Cet animal a perfectionné son régime alimentaire presque exclusif de méduses qu'il détecte grâce à sa vue perçante et à sa capacité à se déplacer entre les thermoclines où se rassemblent ces invertébrés. Malgré le venin contenu dans leurs tentacules, leur peau épaisse et leur système digestif spécialisé leur permettent d'en consommer de grandes quantités sans risque de mort. De fait, ils peuvent ingérer des dizaines de kilos de méduses par jour, compensant ainsi par leur volume l'énergie limitée que ces animaux leur fournissent. Ce n'est pas une créature solitaire par choix, mais par nature. Elle se déplace en bordure des bancs et se regroupe rarement avec d'autres membres de son espèce.
Cependant, leur relation avec les méduses définit non seulement leur régime alimentaire, mais aussi leur routine quotidienne, de longs voyages entre la surface et les zones mésopélagiques, suivant les mouvements de leurs proies. À quelques mètres de ces routes, et partageant parfois les mêmes bancs de méduses, une autre créature erre dans l'océan avec des objectifs similaires. La tortue luth est la plus grande tortue marine vivante. Certains spécimens dépassent les 2 mètres de long et pèsent plus de 600 kilos. Contrairement à ses plus proches cousines, sa carapace n'est ni dure ni rigide, mais recouverte d'une peau épaisse et coriace, parsemée de taches blanches sur fond gris foncé, ce qui lui confère une souplesse inestimable pour résister aux fortes pressions des profondeurs. Malgré son apparence lourde et sa démarche lente sur terre, c'est un redoutable nageur dans l'eau. Il peut descendre à des profondeurs dépassant 1000 mètres et rester immergé plus d'1 heure. Ses nageoires allongées, sans griffes visibles, fonctionnent comme de puissantes rames qui le propulsent avec une agilité surprenante, même dans les eaux turbulentes. La tortue luth base une grande partie de son régime alimentaire sur les méduses, étant l'un des contrôleurs naturels les plus importants de ces populations dans l'océan. Sa bouche et sa gorge sont tapissées de structures épineuses qui empêchent les proies glissantes de s'échapper une fois avalées. Comme le poisson-lune, il a développé une certaine immunité aux toxines urticantes, bien que les zones les plus exposées de son corps, comme les yeux et la bouche, restent vulnérables. Pour cette raison, il s'approche généralement de sa proie par la partie supérieure du corps, où les tentacules sont plus courts. Bien que distinctes par leur forme et leur lignée, les 2 espèces partagent bien plus que leur régime alimentaire. Ce sont d'infatigables migrateurs. Le poisson-lune parcourt de vastes distances en suivant les zones où se concentrent les plus grandes concentrations de méduses, tandis que la tortue luth effectue des voyages transocéaniques, depuis ses zones de nidification sur des plages isolées jusqu'aux endroits où ses proies sont abondantes. Leurs déplacements répondent à la fois à la recherche de nourriture et à la température de l'eau, un facteur qui régule leur métabolisme et détermine l'abondance des proies à chaque saison. Et bien que l'image la plus courante du poisson-lune soit celle d'un géant placide flottant près de la surface, et celle de la tortue luth, celle d'un voyageur solitaire en pleine mer, tous deux sont confrontés au même défi. Les filets de pêche, la pollution et l'altération drastique des populations de méduses obligent ces espèces à modifier leurs itinéraires et leurs routines. Pourtant, aujourd'hui encore, sur les vastes plaines bleues du Pacifique, à l'aube, on peut voir surgir certains éclairs argentés et de lentes silhouettes pour reprendre leur souffle ou réguler leur température. 2 géants de mondes totalement différents, unis par un barrage commun et un océan qui recèle encore suffisamment de secrets pour eux deux. Ainsi, dans ce même décor où d'anciens géants se croisent sans se toucher, d'autres créatures aux formes improbables patrouillent les courants. Certaines, comme le requin-marteau, semblent conçues par un hasard capricieux, bien que chaque caractéristique de leur corps raconte une histoire d'efficacité et de survie. Ainsi, dans ce même décor où d'anciens géants se croisent sans se toucher, d'autres créatures aux formes improbables patrouillent les courants. Certains, comme le requin-marteau, semblent conçus par un hasard capricieux, même si chaque caractéristique de leur corps raconte une histoire d'efficacité et de survie. Sa tête, un étrange gouvernail disproportionné, aplati sur les côtés et déployé comme les ailes d'une raie manta, n'est pas un caprice évolutif, mais un outil mortel, perfectionné pendant des millions d'années pour en faire un chasseur spécialisé. Chaque aube, lorsque la lumière filtre à peine dans les zones ouvertes du Pacifique oriental, les requins-marteaux se rassemblent. Contrairement à leurs cousins plus solitaires, ces grands poissons forment souvent des bancs pouvant parfois dépasser une centaine d'individus. La raison de ce comportement reste obscure, mais tout porte à croire que la vie en banc leur offre des avantages cruciaux. En nageant en masse, les risques d'être attaqués par des prédateurs plus gros comme les orques ou les requins-tigres diminuent considérablement et les rencontres entre mâles et femelles deviennent plus probables, favorisant les échanges génétiques. À leur tour, dans ces formations, la confusion qu'ils génèrent dans les bancs de poissons plus petits facilite l'attaque, désorganisant leur proie. La tête en forme de marteau lui confère un champ de vision inhabituellement large et, en outre, abrite le long de son bord inférieur des centaines d'ampoules de Lorenzini.
de minuscules récepteurs capables de détecter les moindres décharges électriques émises par les poissons lorsqu'ils se déplacent, même s'ils restent cachés sur le fond marin. Sens électrorécepteur fait du requin-marteau un spécialiste de la chasse aux raies, une ressource commune dans son alimentation avec les poissons osseux, les calmars et les crustacés. Le requin-marteau avance tranquillement, juste au-dessus du fond marin. Ses nageoires pectorales effleurent le courant et sa tête oscille d'un côté à l'autre, tel un gouvernail explorant un endroit inaccessible aux yeux. Pas de poursuite, pas de mouvement brusque, juste une présence constante qui semble se fondre dans les ombres projetées par les vagues sur le sable. Sous cette couche de sédiments, une raie reste immobile. À moitié enfouie, elle se fond dans le fond marin. Seuls ses branchies, qui respirent par pulsations lentes, et une légère vibration dans sa queue trahissent sa position. La stratégie est la furtivité absolue. Croire que le camouflage suffira à éviter d'être détecté. Chaque mouvement de la tête du requin recherche ces traces imperceptibles. De minuscules impulsions électriques, des signaux bioélectriques qui trahissent même la proie la plus immobile. Dans ce décor opaque et silencieux, la moindre étincelle suffit à bouleverser l'équilibre. Lorsqu'il perçoit l'un de ces signaux, il s'arrête. Juste un instant. La raie, toujours immobile, perçoit la vibration proche, mais ne fuit pas. Le requin effectue alors un virage serré, profitant de la largeur de sa tête, qui agit comme une nageoire stabilisatrice au milieu d'une courbe. Il se jette sur sa proie. Il frappe la surface sablonneuse avec une force contrôlée, écrasant la raie contre le fond. À ce moment-là, le fond marin tremble et un nuage de sédiments s'élève autour d'eux. Sans perdre de temps, la mâchoire inférieure attrape la proie qui parvient à peine à bouger. Tout se déroule en quelques secondes, mais la traque préalable peut durer des minutes, un échange de signaux silencieux entre le prédateur et le paysage, une chasse invisible dans la pénombre des eaux chaudes. Dans ce même environnement changeant où il tend des embuscades à ses proies, le requin-marteau montre d'autres facettes de son adaptation. Bien que sa taille soit impressionnante, son corps est élancé, adapté à la nage rapide et soutenue. Ils sont capables de parcourir de longues distances, alternant entre les eaux de surface et les zones plus profondes, et certains spécimens ont été enregistrés descendant à plus de 300 mètres à la recherche de nourriture. La reproduction est ovovivipare. Après une gestation d'environ 10 mois, la femelle donne naissance à des petits vivants qui présentent déjà la forme caractéristique en marteau, quoique dans des proportions plus petites. À la naissance, ils cherchent refuge dans les baies côtières ou les lagons, où les grands prédateurs ne s'aventurent généralement pas. Là, les jeunes requins-marteaux doivent apprendre à survivre dès le premier jour, traqués par des poissons plus âgés et d'autres requins, y compris leur propre espèce. Les eaux du Pacifique abritent une extraordinaire diversité de formes et de stratégies. Et si le requin-marteau n'est pas le plus grand de ces prédateurs, il est l'un des plus singuliers. Dans chaque banc de poissons qui traverse le courant, la nature semble répéter une version différente de la perfection, se rappelant que dans l'océan, l'étrange est presque toujours efficace. Ce même horizon liquide abrite d'autres créatures qui ont choisi un chemin différent. Alors que certains chassent à vue, d'autres préfèrent le calme et l'invisibilité. Sur la surface ondulante du Pacifique, où la lumière est fragmentée en faisceaux diffus, les rayons vivent accrochés au fond marin. Ce sont des créatures discrètes qui ont appris à se fondre dans le sable, recouvrant leur corps plat d'une légère couche de sédiments. De là, ils attendent. Prédateurs patients, ils préfèrent la traque à la confrontation ouverte. Leurs nageoires pectorales, aussi larges qu'élégantes, leur permettent de se déplacer sans soulever de nuages de poussière, glissant sur le fond marin telles des ombres vivantes. La journée se déroule dans cette léthargie hypnotique, et ce n'est que lorsqu'une proie fait irruption dans son voisinage que la raie prend vie. Un battement rapide d'ailes, un coup de queue, et la scène est terminée avant même d'avoir pu être réalisée. Certaines espèces possèdent un dard venimeux, une défense mortelle qu'elles utilisent rarement, sauf lorsqu'elles sont acculées. Ces créatures dépendent de leur environnement immédiat. Elles se fondent dans le sable, se nourrissent dans les mêmes zones du fond marin et se réfugient dans les crevasses ou les dépressions lorsque de plus gros prédateurs comme les requins ou les otaries patrouillent les eaux. Son monde entier se dévoile dans les ombres basses de l'océan. Mais à mesure que la caméra s'élève, la scène change.
Le sable laisse place à l'eau libre, où le bleu devient plus transparent et où les particules en suspension commencent à scintiller à la lumière. C'est ici qu'apparaissent les raies manta. Leur silhouette colossale traverse l'écran dans une glisse parfaite. Ils ne se cachent pas, ils ne s'accroupissent pas. Elles flottent dans de vastes espaces ouverts, confiantes dans leur taille et leur vitesse. Les raies manta océaniques peuvent atteindre 7 mètres d'envergure, une taille disproportionnée pour un poisson. Cependant, ils ne chassent pas de grosses proies, mais se nourrissent plutôt de minuscules planctons qu'ils filtrent en nageant la bouche ouverte, laissant derrière eux des colonnes d'eau propre. De temps à autre, au milieu du calme, l'un de ces géants brise la surface et s'élève complètement hors de la mer. Le saut rapide et puissant a un impact sonore notable. Ce comportement semble être utilisé pour débarrasser le corps des parasites ou faire partie de son comportement social. Le bruit de la chute du corps résonne bien au-delà du point d'impact. Contrairement à leurs cousines des fonds marins, les raies manta ont tendance à se rassembler à des endroits précis de l'océan. Là, les poissons nettoyeurs viennent grignoter leur peau pour éliminer les organismes qui y sont attachés. Dans ces lieux, plusieurs raies manta tournent autour d'un noyau invisible, dans une lente chorégraphie qui semble suspendue dans un autre temps. Le plus remarquable chez ces créatures est leur cerveau, le plus volumineux parmi les poissons. Cette capacité se traduit par des comportements complexes. Ils forment des groupes stables qui se maintiennent dans le temps, coordonnent leurs mouvements par des signaux sonores et gestuels pour optimiser leur recherche de nourriture et affichent des comportements ludiques et exploratoires qui reflètent une curiosité rare dans le monde marin. Pendant ce temps, dans les profondeurs, les raies continuent leur routine furtive, inconsciente du monde ouvert des raies manta. Tous deux cohabitent dans le même océan, mais dans des mondes différents. L'un demeure dans l'obscurité des fonds marins, l'autre navigue dans les courants lumineux de la haute mer. Deux manières d'habiter le Pacifique, séparées par des mètres d'eau, mais par des siècles d'adaptation. Ainsi, l'océan continue de déployer ses habitants avec le naturel d'un scénario qui ne se répète jamais, et chaque mouvement semble prémédité par une logique ancienne et silencieuse. Alors que les raies manta disparaissent dans l'obscurité bleue de l'océan, la scène change. La mer laisse derrière elle ses grands voyageurs pour s'installer sur un autre de ses habitants silencieux et anciens, les coraux et les éponges. Presque immobiles, ils couvrent de grandes portions du fond marin dans les eaux chaudes du Pacifique, tissant des structures qui ornent le fond et soutiennent la vie dans ces écosystèmes. À première vue, ils peuvent ressembler à des pierres colorées ou à de curieuses formations végétales, mais ce sont des êtres vivants et leur choix d'immobilité n'est pas accidentel. Au fil des millénaires, les coraux et les éponges ont abandonné le mouvement pour devenir des sentinelles stationnaires, filtrant de minuscules particules de l'eau ou piégeant du plancton microscopique pour survivre. Ce mode de vie lent et immobile leur garantit une énergie constante sans risque de s'exposer aux menaces qui pèsent sur d'autres animaux plus mobiles. Pour se protéger, ils ont développé des méthodes subtiles mais efficaces. Certaines espèces de coraux possèdent de minuscules tentacules urticants capables de paralyser les petits organismes, tandis que d'autres sécrètent des toxines légères qui dissuadent les prédateurs. Cependant, ils ne sont pas invulnérables. Les poissons perroquets, les tortues de mer et certaines étoiles de mer se nourrissent de leurs tissus en perdant des fragments qui se régénèrent avec le temps. Au-delà de leur défense, ces organismes ont tissé une relation indispensable avec les poissons de récif. Des dizaines d'espèces se cachent dans leurs anfractuosités et leurs recoins, profitant des formes irrégulières et des tunnels naturels pour se protéger des prédateurs. En retour, les poissons tiennent à distance certains invertébrés qui pourraient étouffer les coraux et les éponges et facilitent également la dispersion des particules en nageant près de leur surface. Ici aussi, un cycle de vie millénaire se répète. Certaines espèces, comme les demoiselles, pondent leurs œufs parmi les coraux, à l'abri des courants et des prédateurs. Même les poissons clowns populaires trouvent refuge parmi les anémones qui peuplent ces récifs, profitant de leur capacité à piquer pour se protéger des prédateurs. Mais toutes les menaces ne sont pas faciles à dissiper. Alors que l'après-midi avance et que la température baisse, un groupe de requins gris de récif commence à patrouiller les environs. Il y en a des dizaines, et leur présence ébranle l'équilibre sous la surface.
Les petits poissons, habitués à ces patrouilles, réagissent sans hésitation. En quelques secondes, des bancs entiers de coraux plongent entre les structures coralliennes et les plis d'éponge, transformant le récif en une forteresse vivante. Les requins, bien qu'astucieux, savent que leur avantage s'effondre ici. Leur corps, trop volumineux pour manœuvrer dans les labyrinthes du récif, les obligent à attendre qu'une proie distraite s'aventure en eau libre. Mais aujourd'hui, comme si souvent auparavant, la petite stratégie fonctionne. Après quelques tentatives infructueuses, les requins se retirent et le calme revient. C'est alors, lorsque le danger s'estompe, que les créatures du récif émergent, reprenant leur routine inchangée. Et dans ce va-et-vient, entre traque et abri, les coraux et les éponges continuent de tisser les fondations d'un écosystème qui, de son apparente immobilité, soutient des milliers de vies dans les eaux du Pacifique. Les eaux se calment à mesure que l'on s'éloigne des récifs. Le courant devient plus faible et la lumière du soleil, filtrée par les vagues, projette des ombres scintillantes sur les tiges d'algues flottant dans l'obscurité. Les hippocampes se cachent dans des recoins presque invisibles, petits, fragiles et absolument uniques. Ils se tiennent debout, soutenant leur corps courbé avec une queue préhensile qui s'accroche fermement aux feuilles et aux branches submergées. Ils bougent à peine. Ce sont des créatures au mouvement lent et calculé qui peuvent rester des heures suspendues au même endroit, se balançant au gré du courant. Ils se nourrissent de minuscules crustacés et de larves de poissons qu'ils capturent avec leur museau allongé, aspirant leur proie d'un geste soudain et précis. Mais s'il y a une chose qui distingue ces poissons, c'est leur façon de perpétuer la vie. Un processus inhabituel qui reflète une adaptation pour augmenter la survie de la progéniture dans un environnement risqué. Chez cette espèce, c'est le mâle qui porte le fardeau de la progéniture. La femelle dépose les œufs dans une poche située sur l'abdomen de son partenaire, et celui-ci les couve, les protégeant ainsi des dangers de l'environnement et assurant un environnement stable pour leur développement, tandis que la femelle peut continuer à produire de nouveaux œufs. Pendant plusieurs semaines, chaque mouvement du mâle protège des dizaines de futurs petits. À la fin de la gestation, dans une danse qui perturbe à peine la surface, il libère ses petits dans les eaux chaudes et les minuscules petits exposés entament immédiatement un combat pour leur survie. Vulnérables à tout, leur stratégie repose sur l'immobilité et le camouflage. La couleur et la texture de leur peau se fondent dans les algues, les rendant presque indiscernables de leur environnement. Malgré cela, ils constituent une proie fréquente pour les poissons plus gros et les céphalopodes furtifs qui patrouillent ces eaux. La survie de chaque individu est donc un exploit silencieux. Les hippocampes vivent en couple et restent souvent fidèles à un seul partenaire tout au long de leur vie. Dans un environnement où les alliances se brisent et où les prédateurs rôdent à chaque tournant, cette constance est presque inouïe. Le jour décline. Tandis que les ombres s'allongent à la surface, un hippocampe mâle se libère de son petit. Des centaines de minuscules créatures se dispersent dans l'obscurité, cherchant refuge parmi les algues. C'est un phénomène ancien, qui se répète depuis des siècles dans ce même coin du Pacifique, presque toujours sans que personne ne le remarque. L'océan Pacifique, avec son immensité infinie, a été le théâtre de rencontres et de quêtes, de naissances et d'adieux. Ces abîmes profonds recèlent des secrets restés intacts depuis l'Antiquité, tandis que ces eaux de surface sont un refuge pour d'innombrables formes de vie. Dans leur domaine, les requins-marteaux patrouillent en bancs parfaitement synchronisés, tandis que les raies mantas glissent en pleine mer et que les méduses illuminent l'obscurité d'une faible lueur. Sous les vagues, les phoques traquent des proies insaisissables. Les récifs coralliens abritent de minuscules poissons et les hippocampes perpétuent leur espèce en s'accrochant aux tiges des fonds marins. Chaque créature, de la plus imposante à la plus fragile, occupe une place irremplaçable dans cet équilibre marin. Un équilibre maintenu malgré les courants changeants, les prédateurs implacables et les menaces qui s'étendent de la surface aux profondeurs. Au cœur du Pacifique, ces routines se répètent jour après jour, furtives, brutales, inattendues. Car l'océan, même quand personne ne le voit, ne cesse jamais de bouger. Il n'arrête jamais de raconter son histoire.